Nous avons besoin du Groenland et nous nous en occuperons dans environ 2 mois, parlons-en dans 20 jours. Après l'attaque au Venezuela et l'enlèvement de Nicolás Maduro, les menaces de Donald Trump envers le Groenland, qui appartient au Danemark, sont de plus en plus prises au sérieux. Mais alors pourquoi est-ce que les États-Unis cherchent à s'emparer du Groenland et pourquoi est-ce que la situation est particulièrement délicate pour les Européens? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, de retour au bureau, de retour donc avec la caméra. C'est le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors ça fait très longtemps que Trump convoite le Groenland, il affirme régulièrement que le territoire est, je cite, une nécessité absolue pour la sécurité nationale américaine. Il va même aujourd'hui jusqu'à ne pas exclure le recours à la force militaire pour en prendre le contrôle. Il faut savoir que depuis des décennies, avant même l'arrivée de Trump au pouvoir, les États-Unis cherchent à acheter le Groenland. En 2019, lors de son premier mandat, Trump avait d'ailleurs proposé à nouveau d'acheter le territoire, ce qui avait été rejeté par les gouvernements danois et groenlandais. Et depuis, il semble avoir d'autres méthodes en tête. Mais alors, pourquoi est-ce que le Groenland intéresse autant les États-Unis et pourquoi est-ce que ça inquiète autant l'Europe? Le Groenland, c'est donc un territoire proche de l'Arctique, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est un territoire avec une certaine forme d'autonomie, mais qui appartient au Danemark, un territoire qui compte seulement 56 000 habitants. Et ce territoire, il est majoritairement recouvert de glace. Il est gros comme près de 4 fois la France, et d'ailleurs, il est parfois considéré comme étant la plus grande île du monde. Alors je le disais, les relations sont assez particulières entre le Groenland et le Danemark. Il y a une forme d'autonomie du Groenland, même s'il appartient au Danemark, et surtout en fait, le Groenland reste dépendant aujourd'hui du Danemark d'un point de vue économique, puisque le Danemark verse d'importantes subventions chaque année. Et ces dernières années, pour devenir encore plus autonome, le Groenland a notamment misé sur l'extraction de ses ressources naturelles, comme son or. Alors ça paraît peut-être un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est des ressources qui pourraient devenir accessibles à mesure que le réchauffement climatique fait fondre la glace qui recouvre l'île. Et de la même façon, l'île dispose aussi de terres rares et de métaux critiques qui sont absolument essentiels aujourd'hui dans la construction et l'élaboration de nouvelles technologies. Vous l'avez compris donc, en matière de ressources, c'est une île extrêmement convoitée, notamment pour un pays comme les États-Unis et un président comme Donald Trump qui ouvertement, et on l'a vu encore il y a quelques jours avec le Venezuela, est prêt à aller très loin dans son impérialisme pour récupérer des ressources. Mais le Groenland, c'est aussi un territoire stratégique pour d'autres raisons. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que sur le plan économique, la fonte des glaces, là aussi, va ouvrir progressivement de nouvelles routes maritimes en Arctique. Le Groenland pourrait alors s'imposer comme un point clé de passage et de surveillance de ce commerce. Et là, il y a d'autres forces, d'autres pays qui sont en train de s'installer. On pense principalement à la Chine ou encore à la Russie. Pour les États-Unis, donc, ce territoire est vu comme un territoire essentiel d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue sécuritaire. Il faut savoir que les États-Unis possèdent déjà aujourd'hui la seule base militaire qui se trouve au Groenland. Alors ces dernières années, le Groenland s'est montré ouvert à un renforcement de la présence américaine directement au Groenland, avec donc une nouvelle base militaire. On peut aussi noter qu'en octobre dernier, le Danemark a annoncé un investissement de 4,2 milliards de dollars dans la défense du Groenland pour répondre aux exigences sécuritaires de Trump dans la région. Mais visiblement donc, tout cela n'est pas suffisant pour Trump qui veut aller plus loin. Alors on l'a dit, dans la foulée de l'attaque directement sur le Venezuela et de l'enlèvement de Maduro, Donald Trump a réaffirmé vouloir s'emparer du Groenland. En parallèle, il y a Stephen Miller, donc le directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, qui a déclaré sur CNN que, je cite, personne n'allait se battre militairement avec les États-Unis sur l'avenir du Groenland. Et la veille, son épouse avait posté sur X le message suivant, le message avec écrit « Bientôt », accompagné d'une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain. Ces menaces sont donc prises très au sérieux au vu de ce qu'il s'est passé il y a quelques jours au Venezuela. Mais alors, comment réagit l'Europe? Eh bien, de nombreux gouvernements européens ont désapprouvé les menaces américaines en appelant au respect des principes du droit international. Ce mardi, les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne ou encore du Royaume-Uni ont déclaré dans une déclaration commune que, je cite, « il revient au Danemark et au Groenland et à eux seuls de décider des questions concernant le Danemark
Danemark et le Groenland. Mais jusqu'ici, la position des pays européens a été jugée relativement prudente, relativement douce, alors que certains estiment qu'il faut hausser le ton. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation, elle est assez historique. Le Groenland, c'est un pays constitutif du Danemark, et même si le Groenland ne fait pas partie directement de l'Union européenne, le Danemark, lui, en fait partie. Le Danemark, qui fait aussi partie de l'OTAN, qui est donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux, qui est menée, en tout cas historiquement, par les États-Unis. Dans les faits, le Groenland est donc historiquement l'un des alliés des États-Unis, sauf qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où un pays de l'OTAN, et pas n'importe lequel, les États-Unis, réfléchit à s'en prendre et à annexer potentiellement un territoire d'un autre pays de l'OTAN. Et là, à ce moment-là, on plonge complètement dans l'inconnu, ne serait-ce que parce que il y a des traités de l'OTAN qui se poseraient face à une situation juridique particulière. Il y a notamment l'article 5 de l'OTAN qui repose sur un mécanisme de solidarité entre les États membres. L'article 5 qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, les autres pays doivent lui venir en aide. Alors Mette Frederiksen, qui est la chef du gouvernement danois, a mis en garde sur la situation. Elle a affirmé ce lundi, je cite, que si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, tout sera fini, y compris notre OTAN et par conséquent la sécurité telle qu'elle a été assurée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et disons les choses, les pays européens se sont beaucoup reposés sur les États-Unis depuis des décennies d'un point de vue militaire, avec les États-Unis qui devaient agir comme bouclier ou comme parapluie en quelque sorte pour un certain nombre de pays européens et notamment avec l'OTAN. Mais tout cela se retrouve dans la situation actuelle complètement chamboulée. Alors qu'est-ce qui explique une forme de prudence européenne face aux menaces américaines, que ce soit évidemment là sur le Groenland, mais même dans les réactions qu'il y a pu avoir sur le Venezuela? Certains estiment que la crainte de l'Europe dans la situation actuelle, c'est de perdre le soutien des États-Unis à l'Ukraine ou de perdre certaines, encore une fois, formes de protection américaine historique sur le continent. Certains estiment par ailleurs que Donald Trump ne serait pas réellement prêt à avoir une forme d'attaque sur le Groenland comme il y a pu y avoir sur le Venezuela et que Donald Trump potentiellement cherche davantage une sorte d'accord pour asseoir sa présence sur le Groenland sans passer notamment par les armes. Mais pour autant, en France, on peut voir que dans le débat public, les opinions sont divergentes et certains politiques proposent la mise en place de nouvelles mesures. Le député européen Raphaël Glucksmann a par exemple proposé la mise en place, si c'est nécessaire, d'une base militaire européenne au Groenland pour envoyer, je cite, un signal de fermeté face à Trump. On peut aussi noter qu'en janvier 2025, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait déclaré que la France était prête à réfléchir à l'envoi de troupes européennes au Groenland si les intérêts de sécurité européens étaient en jeu et qu'il y avait une demande très claire du Danemark et que tout cela se faisait dans un cadre européen. Bref, tous ces éléments sont des éléments extrêmement hypothétiques, mais c'est des éléments relativement nouveaux qu'on ne voyait pas avant. En tout cas, la chef du gouvernement danois, Frederiksen, a appelé les États-Unis à, je cite, mettre fin à leurs menaces contre un allié historique. Ça paraît évident, mais on va continuer du coup à vous tenir au courant sur la situation au Venezuela ou encore au Groenland. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec un point sur l'épisode de neige qui a frappé la France ce lundi. Au moins 6 personnes sont mortes dans des accidents de la route en Île-de-France, dans les Landes et en Ille-et-Vilaine selon les autorités. Un chauffeur VTC est notamment décédé après la chute de sa voiture dans la Marne. Par ailleurs, environ 13 000 foyers étaient privés d'électricité ce mardi selon Enedis, la société qui gère et entretient le réseau public de distribution d'électricité en France. Un nouvel épisode neigeux a été confirmé par Météo France pour la journée de mercredi. 3 à 5 cm de neige sont attendus des Hauts-de-France au nord de la région centre. Mais justement, que faut-il savoir pour les prochains jours? Bon, déjà, la vitesse maximale des véhicules est abaissée à 70 km/h dans les 38 départements qui sont placés en vigilance orange neige-verglas. La circulation des poids lourds y est interdite. Et en Île-de-France, il est fortement conseillé d'éviter tout déplacement par route ce mercredi, selon le gouvernement. Le ministère des Transports a aussi annoncé l'annulation de 40% des vols à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris et 25% à celui d'Orly ce mercredi matin. 5 aéroports sont par ailleurs fermés dans l'ouest et le nord de la France, à Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert-Bray près d'Amiens et Saint-Nazaire. Deuxième actu, les actions des agriculteurs ont continué ce mardi pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, mais aussi contre l'abattage des troupeaux à chaque nouveau cas de dermatose nodulaire contagieuse. En Occitanie, la ligne de TER qui relie Auch et l'île Jourdain est interrompue jusqu'à ce jeudi pour cause d'obstacles déposés par les agriculteurs. Les syndicats appellent au blocage de Toulouse ce mercredi. D'autres blocages étaient déjà en cours un petit peu partout en France, comme à Saint-Julien-Puy-Lavez dans le Puy-de-Dôme, sur le périph' de Caen dans le Calvados, ou encore à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs, des convois de tracteurs venus de toute la France étaient en route pour Paris ce mardi à l'appel du syndicat de la coordination rurale. Ils ont prévu de se rassembler ce jeudi, malgré un arrêté pour interdire la circulation des tracteurs entre mardi
mardi et jeudi en Île-de-France. Troisième actu, l'armée israélienne a bombardé le sud et l'est du Liban ce lundi, affirmant viser des infrastructures militaires appartenant au Hezbollah et au Hamas, deux groupes armés islamistes alliés de l'Iran. Israël avait émis des ordres d'évacuation pour 4 villages quelques heures avant les frappes. Selon les autorités locales, une personne a été blessée. Ce bombardement, il a lieu plus d'un an après la mise en place d'un cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Il avait été convenu après des échanges de tirs le long de la frontière israélo-libanaise en 2023 entre Israël et le Hezbollah, puis des invasions terrestres d'Israël au Liban en septembre et octobre 2024. Ce jeudi, une réunion du comité de surveillance du cessez-le-feu est d'ailleurs prévue, supervisée par le Liban, Israël, les États-Unis, la France et l'ONU. Selon l'AFP, au moins 350 personnes ont été tuées par des tirs israéliens au Liban depuis la mise en place du cessez-le-feu. Quatrième actu, aux États-Unis, le ministère de la Santé, dirigé par Robert Kennedy Jr., connu pour ses positions anti-vaccins, a annoncé ce lundi réduire d'un tiers le nombre de vaccins recommandés pour les enfants. Concrètement, les vaccins contre la grippe, l'hépatite A et B, les méningocoques à l'origine des méningites et les rotavirus, responsables de gastro-entérite, ne seront désormais conseillés qu'aux enfants à risque. Celui contre le Covid avait déjà été retiré de la liste des vaccins recommandés à tous les enfants il y a quelques mois. À titre de comparaison, en France, le vaccin contre l'hépatite B est obligatoire pour les nourrissons, comme celui contre les méningocoques. Celui contre les rotavirus est recommandé et ceux de la grippe et du Covid sont accessibles. Cette réforme, elle répond à la volonté du président américain Donald Trump d'aligner la politique vaccinale des États-Unis sur celle d'autres pays développés. Il cite notamment le Danemark comme référence, sauf que cette comparaison est contestée par des experts de l'université du Minnesota qui expliquent que le Danemark est un petit pays très homogène, doté d'un système de santé publique centralisé, d'un accès universel aux soins, d'un faible taux de maladie et d'infrastructures sociales solides, des conditions très différentes de celles des États-Unis. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens en description. Cinquième actu en France, un étudiant sur 3 vit avec moins de 50 € par mois après avoir payé son loyer, ses factures et ses courses, selon une étude publiée ce mardi par l'Union étudiante. Toujours selon cette étude, un étudiant sur 10 n'a plus du tout d'argent en fin de mois. Cette situation oblige de nombreux étudiants à renoncer à des besoins fondamentaux comme l'alimentation. Près d'un étudiant sur 2 interrogé a confié avoir déjà sauté un repas pour des raisons financières et un peu moins d'un quart des étudiants affirment même le faire plusieurs fois par mois. Par ailleurs, 8 étudiants interrogés sur 10 assurent avoir sacrifié au moins une dépense essentielle comme le chauffage, l'alimentation, les soins ou les loisirs. La santé est particulièrement touchée puisque plus d'un étudiant sur 4 révèle avoir renoncé à des soins médicaux faute de moyens. Si vous ou l'un de vos proches êtes concerné, il est possible de contacter le 0806 000 278 pour obtenir des informations sur les aides proposées et les démarches à effectuer pour obtenir un soutien financier. Il y a aussi des associations comme Copain qui viennent en aide aux étudiants. On vous met tous les liens nécessaires en description. Et on termine avec cette actu culturelle. Emmanuel Macron a affirmé vouloir faire reconnaître les bistrots et les cafés français au patrimoine immatériel de l'UNESCO lors de la cérémonie de la galette de l'Épiphanie ce lundi à l'Élysée. L'objectif de cette reconnaissance, c'est de sauvegarder et promouvoir internationalement une pratique ou un savoir-faire et donc accroître l'activité d'un pays. L'association des cafés et des bistrots de France a déjà lancé en 2024 une initiative pour faire inscrire ces lieux au patrimoine de l'UNESCO, mais ça n'a donc pas encore abouti. En 2022, c'est la baguette française qui a été mise à l'honneur et en 2010, ce sont les repas gastronomiques français qui ont été reconnus au patrimoine immatériel. Le prochain rassemblement du comité de l'UNESCO qui attribue cette reconnaissance aura lieu du 30 novembre au 5 décembre 2026 en Chine. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup Blanche. Alors pour tous les nouveaux, en cette nouvelle année, je vous le rappelle, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre, vous pouvez suivre directement ce format des actus du jour. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à les mettre directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.